D'abord, je voudrais vous remercier parce que l'opportunité que vous nous donnez de parler du secteur agricole à votre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un programme national d'investissement agricole. Vous avez bien fait de demander s'il y a un impact négatif ou positif de la politique régionale sur notre politique intérieure. Justement, c'est pour éviter qu'il y ait un impact et plutôt qu'on ait seulement une synergie. Qu'au niveau du CADEP, on a fait ce qu'on appelle le processus du CADEP qui commence depuis l'Union africaine où les orientations ont été données au pays. Et au niveau des régions, il y a ce qu'on appelle les programmes régionaux d'investissement agricole qui ont été adoptés avec des axes bien précis. Et c'est sur la base de ces programmes régionaux que les programmes nationaux ont été conçus. Donc c'est fait pour éviter qu'il y ait un impact négatif des politiques régionales sur les politiques nationales. Mais après tout, les politiques nationales sont d'abord la priorité des États membres. Et en ce qui concerne la politique, je veux dire réglementaire, nous avons pas mal de textes communautaires, mais qui visent plutôt à renforcer comment on appelle l'agriculture dans l'espace. Quand je prends, nous avons des textes réglementaires sur les semences, nous avons des textes réglementaires sur les intrants, nous avons des textes réglementaires, puisque nous avons un espace commun. On ne pouvait pas aller individuellement en fixant des règles sur ces domaines-là. Maintenant, nous avons des règles communes pour que des intrants ou des espèces végétales pénètrent le territoire. Et tout ça est soumis à une règle communautaire et je pense plutôt que les politiques communautaires régionales ont plutôt un impact positif sur les politiques nationales. Ça, c'est une très bonne question, madame. Vous savez, quand on a fait le point au niveau de l'expérience qu'on peut tirer des politiques agricoles dans les pays, il y a un volet en ce qui concerne l'administration. On s'est bien rendu compte que très souvent, plusieurs ministères ont en partage le secteur agricole. Et très souvent, il y a très peu de concertation et de synergie entre les initiatives au sein entre les différents ministères. Et pour pallier à cela, il a été décidé que le programme national d'investissement agricole soit piloté par mon ministère, bien sûr en coordination avec les 3 autres ministères qui sont partie prenante du Salon de l'agriculture et des ressources animales. Donc de ce point de vue, on n'a plus ce souci. Donc on a un programme commun, il est piloté au sein d'un comité de pilotage que j'ai l'honneur de diriger et nous avons un secrétariat technique dans lequel aussi tous nos techniciens participent et pas seulement au niveau de l'État, nous avons aussi des initiatives privées qui souvent rament à contre-courant et tout ça a été pris en compte. Nous avons aussi les organisations professionnelles agricoles qui ont des initiatives, y compris la société civile. Tout cela font partie donc, de cette initiative qu'on appelle le programme national d'investissement agricole et il y a des concertations périodiques. Alors, si vous prenez par exemple mon département et celui des ressources animales et halieutiques, il est clair qu'on ne peut pas développer l'élevage si en amont on ne règle pas le problème des aliments pour le bétail. Or, pour régler le problème des aliments, il faut qu'il y ait de la culture de maïs, il faut qu'il y ait ceci ou cela. Nous essayons en amont de créer les conditions de manière à ce que nous puissions disposer de céréales pour fabriquer les aliments pour bétail, de manière à accompagner le développement de l'élevage dans notre pays. Voilà un exemple concret de synergie. Je vais vous donner, et pour rester sur cet exemple, vous savez, nous avons une société nationale qui importait jusqu'ici 15 milliards de francs CFA d'aliments de bétail. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est de les aider à produire du maïs dans les meilleures conditions et à fabriquer de l'aliment et n'ont plus besoin de l'importer. Ainsi, nous allons développer l'aviculture. Aujourd'hui, nous avons un développement de l'aviculture de près de 35% par rapport à son niveau avant le programme national d'investissement agricole. Donc c'est cet effort-là qui a permis d'arriver à ce résultat. Nous avons aussi en partage les ressources en eau. Vous savez qu'on a besoin d'eau aussi pour faire l'élevage intensif. Donc nous assurons que, y compris la pisciculture, quand j'ai des barrages par exemple, nous avons des techniques qui intègrent aussi bien la pisciculture, l'aquaculture que la production de riz par exemple. Nous avons un exemple avec les Chinois qui montre que là où on élève les poissons, l'élevage de poissons peut permettre d'avoir des fertilisants biologiques pour le développement du riz par exemple. Et tout ça s'intègre de manière très très harmonieuse. Le foncier est vraiment la base sur laquelle le secteur peut se moderniser et surtout accéder au financement.
parce que c'est vraiment le capital de base pour le producteur. Sur ce chapitre, nous sommes très avancés. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de mise en œuvre à grande échelle de la loi sur le foncier rural, ce qui nous a manqué jusqu'ici. Heureusement, nous avons bénéficié de ressources de la part de l'Union européenne qui vont nous permettre une mise en œuvre à grande échelle sur les 3-5 prochaines années. Et vous verrez que ça va changer la donne, la situation. En fait, les terres ne manquent pas, comme vous le dites. Seulement, pour ne pas s'exposer à des querelles entre propriétaires terriens, nous avons décidé la mise en œuvre de la loi sur le foncier qui permet de certifier les droits coutumiers que les populations exercent sur les terres. Une fois que ces droits coutumiers sont certifiés, vous avez un certificat foncier qui vous permet d'aller à l'immatriculation. Une fois que vous avez immatriculé, vous êtes libre de céder ou de louer la terre qui vous appartient. Ça, c'est pour les propriétaires coutumiers. Mais sachez que l'État a un patrimoine foncier dans le domaine rural que nous mettons à la disposition des entreprises qui sont alignées sur le programme national d'investissement agricole pour des investissements structurants et pour des investissements responsables et pour la création d'une richesse partagée. Et dans ce cadre-là, nous avons pas mal d'opérateurs privés qui ont bénéficié de concessions de la part de l'État. La société que je viens de vous citer sur l'élevage, elle a bénéficié d'une concession de la part de l'État pour développer la culture de maïs, et ainsi de suite. Donc nous avons beaucoup d'opportunités. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que la loi sur le foncier en Côte d'Ivoire ne permet pas à une personne morale, quelle qu'elle soit, ivoirienne ou de droit ivoirien ou de droit non ivoirien, d'acquérir définitivement la terre. Mais elle permet de louer, de faire un bail jusqu'à 99 ans. C'est pratiquement une concession. La Côte d'Ivoire n'a plus de banque agricole de développement. Or, le nerf de la guerre, c'est tout de même l'argent. Tout à fait. Vous avez raison, madame. Vous savez, nous devrons faire face à beaucoup de défis à la fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons une expérience. Nous avons un passé duquel nous avons tiré leçon de nos échecs, mais aussi de nos succès. La Banque nationale de développement de l'agriculture, la BNDA dont vous parlez, aujourd'hui a laissé un vide. C'est pour cela que nous voulons maintenant recréer les conditions d'un financement qui va tenir compte de cette expérience malheureuse qui s'est déroulée les années passées, où nous avons vu qu'il y a des crédits qui ont été accordés sans trop regarder un peu la possibilité pour ceux qui ont accédé à ces crédits de les rembourser. Et les crédits de la banque se sont souvent retrouvés dans les mains de personnes qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture. Nous avons tiré les leçons de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc nous voulons reprendre tout ça, tirer les leçons du passé et mettre à la disposition du monde agricole un instrument de financement adapté. Vous voyez, les banques commerciales avec lesquelles nous sommes en négociation aujourd'hui, la plupart n'ont pas en leur sein des guichets spécialisés agriculture. Bon, je pense que dans les dialogues que nous avons avec le ministre de l'Économie et des Finances, le SARA permet, et la loi d'orientation que nous mettons qui va reconnaître le statut des agriculteurs, les recensements que nous faisons vont permettre d'assainir le milieu. Et en ce moment-là, nous allons demander aux banques d'avoir des guichets en leur sein, des personnes qui sont spécialisées pour étudier les dossiers de demande de financement au niveau du secteur agricole. Nous avons fait des progrès en ce qui concerne le financement des infrastructures agricoles, puisqu'elles reposent essentiellement sur l'État et sur les partenaires techniques et financiers. Nous avons résolu la question du financement du développement des filières, qui repose sur les filières elles-mêmes, qui cotisent pour renforcer la recherche et le conseil agricole. Mais il reste la grosse question, le financement des exploitations individuelles. Et c'est là que nous sommes très heureux qu'au SARA ici, nous avons pu mettre en contact direct certaines coopératives, certains producteurs avec les investisseurs et avec des banquiers pour leur permettre d'accéder au financement. Quels sont vos 3 axes prioritaires en matière de recherche agricole? Bon, si vous voulez qu'on se limite à la recherche agricole, nous aujourd'hui c'est au niveau de les semences que nous voulons. Vous savez, au niveau de la recherche, nous avons quand même beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Le défi, c'est la diffusion. En fait, de tout ce qui a été tout ce que nos chercheurs ont mis au point, nous avons besoin maintenant de diffuser ça en milieu paysan. Nous avons 2 obstacles. Le premier obstacle, c'est que le Centre national de recherche agronomique n'a pas vocation à diffuser. Et leur job, c'est de faire la recherche. Une fois qu'ils ont mis ça au point,
il faut qu'entre le chercheur et le paysan, il y a une structure intermédiaire qui manque, que nous allons mettre en place, et qui doit être dirigée par des opérateurs privés. Donc nous allons mettre en place des opérateurs privés qui auront pour mission de commercialiser des résultats de recherche qui sont obtenus par le CNRA, de participer à leur diffusion en multipliant les plants et les semences. Le deuxième défi est souvent d'ordre pratique. Vous savez que les paysans, pour changer d'habitude, il ne suffit pas seulement de leur dire que si vous changez votre plan actuel de cacao qui vous donne 500 kg à l'hectare par le plan que je vous amène, vous allez avoir 2 tonnes à l'hectare. Il veut voir pour croire. Donc il faut qu'on ait des champs d'expérimentation où les producteurs viendront voir les performances de nouvelles variétés. C'est comme ça qu'on peut faciliter la diffusion des variétés au plein de. Donc voilà un peu nos défis en matière de recherche agronomique. Et au plan institutionnel, nous souhaitons aussi que le Centre national de recherche agronomique, qui est aujourd'hui sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique, qui fait à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée, nous souhaitons avoir un meilleur regard sur l'administration du Centre national de recherche agronomique, comme cela a été par le passé. Ça permet de nous faciliter le dialogue. Ma toute dernière question, c'est quelles sont vos actions en faveur de l'enseignement agricole? Alors peut-être pas l'enseignement agricole supérieur, mais également peut-être dans le secondaire. Ça prouve que vous êtes vraiment du domaine. Et c'est un grand défi. Nous avons aujourd'hui une réforme du système de formation professionnelle agricole. Comme vous l'avez indiqué, en ce qui concerne l'élite, nous avons vraiment des grandes écoles qui forment des ingénieurs agronomes et tout ça est bien. Ce que nous devons faire maintenant, ceux qui sont au champ, ceux qui travaillent la terre pratiquement, quelle formation ils ont? Donc nous avons souhaité que premièrement, nous puissions avoir des centres de formation agricoles intégrés à travers l'ensemble du pays. Il y aura 5 centres au total dans chaque aire agroécologique homogène, où ce centre va adresser les contraintes de production, de conservation et d'écoulement des produits agricoles dans son espace. Et quand je prends un exemple, si nous avons le centre de formation intégré du Nord, vous savez qu'au Nord, les spéculations qui sont phares là-bas, c'est le coton et l'anacarde. Et bien sûr, il y a le vivrier. Et ce centre, puisqu'il est dans les plantations, puisqu'il y aura des fermes expérimentales, c'est un centre qui va permettre de voir quelles sont les difficultés pratiques auxquelles sont confrontés les producteurs, quelles sont les innovations qu'on peut apporter pour améliorer les conditions de production de ces producteurs. Et ainsi, nous allons progressivement moderniser toutes les exploitations. Je dis bien toutes les exploitations qui sont couvertes par ce centre de formation intégré, y compris les exploitants eux-mêmes, leur mode de production. L'irrigation, ils vont adopter l'irrigation, ils vont adopter l'utilisation de fertilisants qui ne détruisent pas le sol, ils vont adopter la mécanisation. Tout ça va nous permettre au bout de moderniser les moyens de production et les producteurs eux-mêmes. C'est comme ça que nous pensons que, et ça va se faire par une formation pratique, donc qualifiante. Et régulièrement, leur connaissance sera recyclée. Et pour nous, c'est le moyen aussi de rajeunir la classe paysanne, de faire en sorte que les jeunes de maintenant qui ne peuvent plus aller à la terre avec les moyens de production de leurs parents, qu'on puisse leur donner des moyens modernes de production. Et c'est dans ces centres-là aussi qu'ils seront issus de ces centres-là. Entendez-vous sensibiliser les jeunes dès le premier âge par, je ne sais pas, des jeux éducatifs, etc., à l'agriculture? Bien sûr. Vous voyez, par exemple, le Sahara sert à cela. Moi, j'ai invité le ministre de l'Éducation à faire venir des enfants. Vous avez vu, il y a des enfants du primaire. Si vous êtes là demain, vous allez voir, il y aura les élèves, près de 500 élèves qui vont venir ici et voir ce qui se fait sur le terrain en matière d'agriculture dans le pays. Beaucoup d'entre eux sont nés à Abidjan, vous savez, ils n'ont pas eu la chance de naître au campement comme nous autres. Nous avons été au champ, beaucoup sont nés ici. Ils étaient impressionnés de voir comment ça se passe au champ, comment on produit le cacao, comment on produit l'anacarde, comment on produit l'igname, ainsi de suite. Et c'est dès le bas âge qu'on va commencer à impliquer en eux le goût du travail de la terre. Et bien sûr, ils vont travailler dans des conditions avec des moyens beaucoup plus modernes que nos parents. Monsieur le ministre, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.